si je vous disais qu'au Japon, les médecins prescrivent des bains de forêt? On prescrit une cure forestière comme un remède contre la fatigue, le stress, la dépression. Comment en est-on arrivé là, au XXIe siècle? C'est comme si nous étions coupés de la nature, comme si nous n'en faisions plus partie. Pourtant, la nature est partout autour de nous. Nous la côtoyons de manière plus ou moins directe, que nous habitions à la campagne ou à la ville. Elle est présente dans ce que nous mangeons, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons. Et que nous le voulions ou non, nous sommes étroitement interconnectés. Je vous parle ici en tant que formatrice en éducation à l'environnement et au développement durable. J'ai l'impression que certaines connexions ne se font plus ou se font mal. Vous rendez-vous compte? On doit prescrire des bains de forêt. Alors, comment faire pour développer notre conscience environnementale? Comment faire pour recréer des liens au sein de l'écosystème? Vous avez tous probablement lu des livres, regardé des conférences, peut-être écouté des TEDx sur le sujet. Et si je vous disais que le plus puissant, c'est l'expérience. C'est vivre l'expérience de son environnement. Se connecter à ses 5 sens, accueillir ses émotions. C'est ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant pour développer sa conscience environnementale. La chercheuse Dominique Cotreau parle d'éco-formation. L'éco-formation, c'est là où se tissent les liens des hommes au monde. Entre soi et l'environnement fourmille une multitude d'interactions dont nous n'avons pas toujours conscience et qui nous modèlent tout autant qu'elles modèlent l'environnement. Le dehors et le dedans de l'être communiquent sans fin. Le simple fait d'être dehors nous fait grandir et nous transforme. En quelque sorte, nos sens sont des outils à fabriquer du sens. Alors, je voudrais vous proposer une petite expérience pour essayer de ressentir ce que c'est. Je vous propose de fermer les yeux et de vous connecter à un souvenir marquant que vous avez vécu dans la nature et qui vous a fait vibrer. Essayez de repenser au contexte, aux odeurs, peut-être qu'il y avait à ce moment-là, aux personnes qui étaient avec vous, peut-être au bruit particulier. Essayez de vous connecter à ce souvenir. Alors, ce souvenir est peut-être lié à une émotion intense provoquée par le lieu. Il est peut-être lié à un moment partagé avec quelqu'un. Ou il est peut-être marquant parce que vous avez acquis à ce moment-là un savoir. Et là, vous pouvez rouvrir les yeux. Ce qu'on observe souvent, et peut-être que vous l'avez ressenti là, c'est que les souvenirs les plus marquants sont liés à un moment, à une émotion intense provoquée par le lieu ou à un moment partagé et que vous avez été touché dans le cœur et dans le corps. Et on est plus rarement touché dans notre cerveau par l'acquisition d'un savoir. L'éco-formation considère que le corps est le médiateur premier de nos rapports au monde et que c'est avant tout par le corps que nous tissons des liens avec notre environnement.
Alors, comment faire l'expérience de notre environnement? Ça paraît évident. Eh bien, pourtant, ce n'est pas si simple. Et je voudrais vous proposer 4 exemples pour illustrer. Le premier exemple concerne les enfants. En classe, à l'école, ils sont de moins en moins en contact avec la nature. On leur apprend ce que c'est qu'une forêt avec des malles pédagogiques et des vidéos en salle de classe. Dans les cours de récréation, on coupe les arbres. Ah, c'est dangereux quand il y a du vent. Et puis les racines gondolent l'asphalte. On privilégie les connaissances sur le vécu, ce qui est beaucoup moins risqué. Pourtant, c'est ce qui se joue dehors qui va les faire grandir, les transformer, et peut-être ancrer en eux ces connexions si indispensables pour leur équilibre futur. Imaginez une classe de découverte et des enfants des cités qui courent dans les grandes herbes au printemps et qui plongent dedans comme dans une piscine. Imaginez se déchausser en montagne et marcher pieds nus dans l'herbe. C'est doux, ça chatouille, c'est agréable, il y a du plaisir, on se sent vivant. Et certains enfants nous disent que c'est la première fois. Imaginez pêcher à la mare des petites bêtes et regarder leur drôle de tête à la loupe binoculaire. Ou encore pique-niquer dans le cratère d'un volcan. Dans mon deuxième exemple, je voudrais vous emmener dans un petit bois, en Franche-Comté, lors de rencontres entre professionnels. Au début, nous étions plus préoccupés par nos conversations entre collègues que par ce petit bois qui nous paraissait bien banal. Et puis, l'animateur nous demande le silence et de nous concentrer sur le lieu et sur nous-mêmes. Et puis, il nous demande de déambuler en file indienne. Et là, on commence à voir les choses autrement. Ce petit bois nous paraît déjà plus singulier. En contrebas, coule un torrent. Et le bruit de l'eau caresse nos oreilles. L'animateur se penche pour se déchausser. Il ne va quand même pas nous emmener dans le torrent, ça n'a pas l'air très praticable. Eh bien si, sans rien dire, il s'engage dans le torrent et nous le suivons. C'est froid, c'est inattendu, mais c'est extraordinaire. De l'autre côté, il y a un coteau abrupt, avec des arbres tombés de la dernière tempête. Et notre animateur commence à s'engager, à grimper sur le coteau, à enjamber les arbres enchevêtrés, pieds nus. Et nous le suivons. Nous sommes ferrés. Ce petit bois est resté à jamais ancré en moi. Ce qui se joue les 2 pieds dans le terrain laisse des traces indélébiles. En troisième exemple, je voudrais vous parler des formations pour adultes. Vous l'avez peut-être déjà vécu lorsque le formateur vous propose un temps dehors. Il y en a qui rient. Et que ce temps est considéré comme un temps de détente moins important que ce qu'on fait en salle. Pourtant, ce qui se joue dehors, ce n'est pas une récréation, c'est une recréation. Je travaille sur cette dimension avec des étudiants et je leur demande de se poser 10 minutes, que ce soit dans la nature ou en ville, dans le lieu de leur choix, avec une grille d'observation. Et je leur demande de se connecter à ce qu'ils ressentent et à leurs émotions, d'essayer d'identifier leurs émotions. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais
Pour certains, c'est un exercice très difficile. Et pour d'autres, c'est une véritable épreuve. Et si ces personnes étaient coupées d'elles-mêmes, au point qu'elles ne soient plus capables d'observer ce qu'elles ressentent, et si notre monde allait si vite que nous ne soyons plus en mesure d'observer les choses simples qui nous entourent, comment réparer ces liens altérés par nos modes de vie? En quatrième exemple, je voudrais vous parler des animateurs professionnels. J'ai la joie d'accompagner de jeunes animateurs qui démarrent. Et j'aime bien leur poser la question, pourquoi faites-vous ce métier? Et souvent, ils me disent que c'est avant tout pour transmettre des connaissances à leur public. Et en creusant un peu, ils avouent qu'en fait, c'est avant tout pour transmettre leur passion d'être dans la nature, mais qu'ils n'avaient pas osé le dire en premier lieu. C'est comme si, dans notre société, on survalorisait les connaissances, comme si c'était plus noble de transmettre des connaissances que d'apprendre par l'expérience. Et puis, ce n'est pas qu'une affaire de professionnels. Réfléchissez. Il y a sans doute quelqu'un dans votre vie qui vous a offert un moment partagé de nature. Vous avez peut-être été à la pêche avec votre papy, ou été ramasser des champignons, ou fait du jardinage. Et ces expériences ont sans doute contribué à vous faire grandir et à développer votre conscience environnementale. Si nous prenons tous conscience de ce pouvoir d'agir, nous aurons fait un grand pas. Car que deviendra notre écosystème si les décideurs de demain n'ont pas construit ce lien émotionnel à l'environnement? Vous l'aurez compris, nous nous mettons des freins culturels, idéologiques, émotionnels. Imaginez 3 cercles concentriques avec l'individu au centre, puis l'environnement social, puis l'environnement physique. Et l'individu au centre. Pour bien fonctionner, notre écosystème a besoin de toutes les interactions entre ces 3 sphères. Tout est imbriqué. Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà conceptualisé au siècle des Lumières en précisant que l'éducation des personnes s'articulait entre soi, l'environnement et les choses. Au Japon, on prescrit des bains de forêt pour les gens des villes. Améliorer la conscience environnementale est vital pour chacun de nous. Et nous avons tous le pouvoir d'agir en prenant soin de notre propre relation à l'environnement. Et peut-être aurez-vous envie aussi de partager la joie, de semer des petites graines et de devenir, vous aussi, des éveilleurs de nature pour votre entourage. Voilà, je vous remercie.